C'est l'heure maintenant, vous le savez, des 4 vérités, comme chaque matin, dans notre matinale. Jeff, vous recevez le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, Éric Piolle. Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, vous l'avez dit, qui a aussi des idées pour l'avenir et pas seulement à Grenoble. Merci d'être avec nous ce matin, Éric Piolle. Bonjour. Votre ville qui a été relativement peu touchée jusque-là par l'épidémie, est-elle prête pour le déconfinement? Est-elle prête notamment à réouvrir les écoles? Est-ce que vous faites partie de ces maires qui n'ouvriront pas les portes des écoles qui dépendent de la ville le 11 mai? Nous allons ouvrir, mais nous allons ouvrir sans précipitation, avec prudence, c'est-à-dire en sortant nos personnels, en déconfinant nos personnels uniquement à partir du 11. Ça veut dire un accueil des enfants à partir du 14 pour les écoles élémentaires, à partir du 28 pour les écoles maternelles. Et puis surtout, nous allons demander des consignes. Quelles sont les consignes sanitaires très strictes, à la fois à l'éducation nationale, à l'ARS, à la préfecture, pour que les règles soient claires et qu'elles puissent être respectées. Éric Piolle, pourquoi regrettez-vous Pour la préparation... Oui, pardon, je vous en prie. Je vous ai entendu à plusieurs reprises regretter que finalement on ait laissé le libre choix aux familles. Vous auriez souhaité que cette rentrée soit obligatoire. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, l'école est réouverte pour permettre notamment aux familles les plus en difficulté de remettre leurs enfants à l'école, mais ça n'a pas effectivement un caractère obligatoire. Pourquoi le dénoncez-vous? Ça brouille le message. Quand nous avons appris que les écoles, que le gouvernement souhaitait réouvrir les écoles, il y avait 3 options possibles. 1, refaire circuler un petit peu le virus. 2, finalement, proposer des solutions de garde pour les familles pour relancer l'économie. 3, pouvoir être en contact plus étroit avec les décrochés et ceux qui ont des conditions matérielles compliquées pour l'apprentissage à distance et qui sont très nombreux. Une fois que vous dites, et que le président nous a dit jeudi dernier que l'école serait sur la base du volontariat, cet axe sur finalement comment on peut accompagner au mieux ces décrochés. On sait que c'est pendant les vacances d'été d'habitude que les fossés se creusent le plus. Là, c'est des vacances d'été avant l'heure que nous venons d'avoir. Cette option-là tombe. L'option de faire circuler le virus, le Premier ministre nous a clairement dit que ce n'était pas le cas. Donc, il reste l'option du milieu, à savoir permettre peut-être à des parents qui vont être coincés sous pression de leur employeur de mettre leurs enfants à l'école pour retourner travailler. Donc la lisibilité a perdu beaucoup. Ça fait partie des signaux contradictoires que vous avez dénoncés. Par exemple, sur la question des masques, comment ça va se passer à Grenoble? Est-ce qu'il faudra les acheter? On sait que l'État va aider les collectivités locales à en fournir. Ou est-ce que vous en fournirez à tous ceux qui le demandent à partir du 11 mai, chez vous? L'État là-dessus a pris un retard colossal. En fait, ils ont pris ces 2 mois de retard du début de la crise. Je rappelle que le 6 mars, le président sortait au théâtre pour dire qu'il n'y avait aucun souci et qu'on pouvait continuer à vivre la vie tout à fait normalement. Que mi-février, il changeait de son général de la santé, son ministre de la santé. Ouais. Si nous sommes en guerre, on ne change pas de général en pleine guerre pour l'envoyer dans une sous-préfecture, pas pour une contingence en plus qu'on préfère ne pas rappeler, mais qui n'est pas très réjouissante. Donc tout ça montre que finalement la situation, ces 2 mois de retard qui ont été pris, ils ne sont pas rattrapables. Et aujourd'hui, sur les masques, le gouvernement vient de changer de doctrine, le Premier ministre l'a dit, donc ils vont essayer d'avoir une répartition équitable sur le territoire, mais cela arrive fort tard. Nous distribuerons les masques, nous sommes engagés, les masques que l'État fournira, mais il y a encore le flou là-dessus. Ceux que le Conseil régional s'est engagé à fournir, mais pour l'instant, nous avions une réunion hier avec le président de la région, il n'y a pas de date, et les commandes que nous avons passées nous-mêmes, mais il n'y a pas de date non plus. Cette situation de pénurie, finalement, est très difficile à rattraper. Elle va se rattraper dans les semaines prochaines, c'est sûr, mais pour le 11, elle est très difficile à rattraper. Ça montre que quand on prend 2 mois de retard au début d'une crise, c'est très difficile, évidemment, de refaire ce retard. Et ces 2 mois de retard, vous considérez que celui qui a remplacé Agnès Buzyn au ministère de la Santé, qui est un élu grenoblois comme vous, Olivier Véran, n'a pas la situation en main aujourd'hui? Olivier Véran, il fait de son mieux, mais Olivier Véran, c'est comme un gardien de but qu'on fait rentrer dans un match de foot à la 85e minute. Il n'est clairement pas responsable du match. Donc il fait de son mieux avec pédagogie, avec engagement. Il connaît le domaine. Voilà, les messages qu'il envoie sont des messages clairs et dans ces messages, ces interventions médias. Et après, je suis convaincu qu'il fait de son mieux avec son énergie et sa détermination pour gérer la crise. Mais je rappelle, ces 2 mois de retard, on ne peut pas les rattraper et faire rentrer un gardien de but à la 85e minute ne le rend pas responsable du match.
Bon, alors il y a le sujet des masques, il y a le sujet des écoles, et puis il y a le sujet de la reprise tout court. Le 11 mai, vous êtes un maire écologiste. On sait que Grenoble connaît régulièrement des pics de pollution. Or, on a observé pendant cette période de confinement que cette pollution, à cause de la circulation automobile au ralenti, a diminué. Est-ce que vous attendez le 11 mai parce que les gens vont reprendre leur voiture pour aller au travail? On sait que ce sera parfois compliqué de prendre les transports en commun. Qu'est-ce que vous faites pour éviter ce pic de pollution qui va nécessairement arriver chez vous? Alors, d'abord, effectivement, la pollution a baissé des 3/4. La pollution aux oxydes d'azote a baissé des 3/4. On pourrait se dire que là, il y avait une étude hier qui montrait qu'à l'échelle européenne, c'était 11 000 vies qui avaient été sauvées par cette baisse de pollution temporaire. Donc, ce n'est pas rien. Effectivement, tout l'enjeu va être d'abord de se dire qu'on n'est pas en train de reprendre. C'est ça qui est fondamental. Le terme guerrier ne convenait pas à la situation, mais le terme de reprise ne convient pas non plus. Nous sommes dans un plan d'adaptation. Nous allons apprendre à vivre avec le virus. Nous allons nous accommoder. Un virus, on ne peut pas le détruire. On n'a pas les masques, on n'a pas les tests, ou très peu, pas assez. Nous n'avons pas de traitement, nous n'avons pas de vaccin. Il y a encore des incertitudes scientifiques. Et tout ça est bien normal. Traitement, vaccin, incertitudes scientifiques. Et nous avons peur, pour reprendre votre normal. énumération, de prendre les transports en commun le 11 mai. Donc, Et comment on fait effectivement, il faudra la distanciation physique dans les transports en commun et des solutions alternatives. À Grenoble, nous avons la chance, une ville écolo, c'est aussi une ville qui prend un temps d'avance dans la gestion de crise, dans l'accueil de l'incertitude. Et donc, depuis le début du mandat, depuis 6 ans, nous piétonnisons des rues, nous faisons des pistes cyclables, et nous allons accentuer cela dans cet urbanisme transitoire, ce qu'on a appelé urbanisme tactique, là, faire des lignes vélos temporaires le long des grands axes de transport en commun pour que ceux qui ne peuvent pas prendre les transports en commun ne prennent pas leur voiture, mais prennent le vélo ou la marche à pied. Et puis, il faut rappeler évidemment qu'il faudra au maximum continuer le télétravail. C'est ce que va continuer à faire la mairie. Nous avons une approche très prudente de la chose. Et donc, continuer au maximum le télétravail, décaler les horaires, afin que tout le monde ne se retrouve pas là à nouveau en danger. Il faut vraiment dire qu'on n'est pas dans une reprise, ni dans une relance, on est dans une accommodation. Mais juste sur ce point précis, tout le monde ne peut pas marcher ou faire du vélo. Est-ce que vous envisagez des mesures coercitives, punitives pour ceux qui prendront quand même leur voiture dans votre ville? Mais cela va se passer ailleurs, le 11 mai, quitte à provoquer une thrombose de la circulation. Il n'y aura pas de coercition sur les voitures le 11. Ce qui fait changer la mobilité aujourd'hui, c'est de proposer aux gens des solutions qui leur conviennent et leur permettent de tester ces solutions, parce que souvent, on ne pratique pas parce qu'on ne connaît pas, et puis une fois qu'on a testé, on change de façon de faire. Donc c'est comme ça que la mobilité à Grenoble a énormément changé, c'est comme ça que nous sommes devenus la première ville pour le vélo, et nous allons continuer dans cet état d'esprit de faire partager, changer de culture. C'est la culture du risque, la culture de l'incertitude aussi, la culture du bien commun, et aussi de cette santé environnementale que nous portons depuis le début du mandat, et qui trouve ici tout son sens, comme l'alimentation de proximité, qui trouve aussi tout son sens. Qu'est-ce que cette crise a appris, justement, pour l'écologiste que vous êtes? On sait que ce n'est pas le dérèglement climatique qui a produit le virus. En revanche, l'épidémie, dites-vous, elle a révélé les failles de la société, ou plus exactement, pour reprendre une expression que vous avez employée récemment, elle a ouvert une brèche dans le macronisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu dire par là? Oui, effectivement, une brèche s'est ouverte dans le macronisme parce que finalement, il y a une espèce de cage ultralibérale dans laquelle nous sommes enfermés avec des termes de compétitivité, d'excellence, de ce discours autour de ceux qui ne sont rien. Et tout d'un coup, là, cette brèche, une brèche temporelle d'abord, puisque notre agenda à tous, notre vie change, une brèche systémique, puisque tous ceux que le président traitait de ceux qui ne sont rien, finalement, on s'aperçoit que c'est eux qui font tenir la société, que ce service public qui cherchait à détruire, c'est lui qui fait tenir la société. Et cette fierté du service public aujourd'hui, j'étais hier matin dans les douches municipales à Grenoble, c'est aujourd'hui le seul point d'eau ouvert pour plein de gens qui n'ont pas de douche chez eux ou qui sont dans une situation d'errance. Et donc, c'est là qu'on voit finalement qui fait tenir le système, vraiment, le service public et toute cette première ligne de caissiers et de caissières, de tous ces gens qui finalement sont là pour la société. Donc ça, c'est un apprentissage fort. Ce discours-là, si je peux me permettre, tout le monde le tient, y compris au gouvernement. L'État a ouvert les vannes budgétaires. L'expression « quoi qu'il en coûte », c'est le président Macron qui l'a employé. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette logique ne va pas se poursuivre après cette crise, en fait?
qu'on va revenir au monde d'avant. J'espère. Ouais. J'espère qu'elle va se poursuivre. Après, c'est le sens des propositions que nous faisons là, hein, cette volonté de changement. Si tout doit changer, alors effectivement, il faut que ce soit marqué. Mais comme c'est un revirement qui est à l'inverse du projet que le président portait en 2017, il faut le faire passer par référendum. Il faut, par exemple, prendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et soumettre ces propositions à la population. Vous avez vu dans les aspirations des Français, cette aspiration sur la relocalisation de l'industrie, sur l'alimentation de proximité, sur la pollution de l'air, donc des sujets qui sont centraux, aussi pour le dérèglement climatique. Donc ce changement de cap, il doit être acté. Sinon, pour l'instant, on s'en tient à, vous savez, après les Gilets jaunes, il a dit plus rien ne sera comme avant. Et puis après le plus rien ne sera comme avant, on a eu la réforme de la CEDIC, la réforme des retraites et 49.3, et tout ça. Donc là, vous ne lui faites pas une confiance absolue, on l'entend bien. C'est pas un chèque en blanc, non. Mais par contre, il peut effectivement changer de cap et le faire valider. Je pense que c'est ça qui est important. Éric Piolle, vous êtes maire de Grenoble, vous avez frôlé la réélection au premier tour le 15 mars dernier. Vous prenez aujourd'hui, je vous cite, une sorte de Green New Deal, un New Deal écologiste. Vous parlez, vous avez un projet politique. Est-ce que vous voyez l'incarner, pourquoi pas en 2022, vous-même, Éric Piolle? Pas du tout la question. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tout cet espace, cet arc humaniste qui finalement avance morcelé, qui est avancé morcelé en 2017, je m'étais impliqué pour essayer de faire converger les choses, mais sans succès. En 2019 aux européennes, là aussi je m'étais impliqué pour construire cette maison commune, mais ça n'a pas été possible. Il y a maintenant peut-être plus d'aspiration entre les ONG, les syndicats, ces mouvements politiques également de gauche, et puis toutes ces aspirations de citoyens à construire cette maison commune qui permettrait d'avoir un débouché politique à cette majorité culturelle qui monte et qui grandit, et qui bouleverse au-delà des héritages politiques et des cultures politiques de chacun, hein. La violence du monde libéral et le dérèglement climatique viennent perturber nos convictions à toutes et tous et nous font adopter des nouveaux comportements, des nouvelles valeurs. Et je crois que c'est ça qui est intéressant de cultiver pour donner un débouché politique.